Bonjour à toutes et à tous. Lors de notre dernière rencontre, j'ai commencé à vous parler de la sortie d'Afrique de notre espèce. Et vous avez vu que c'est une sortie complexe. Il y a plusieurs sorties en fait d'Afrique. Et surtout, c'est une sortie complexe parce que les routes de dispersion en Eurasie, vous allez voir, sont multiples. On a parlé beaucoup de la route sud en Asie, après avoir pénétré au Proche-Orient probablement à plusieurs reprises. Nous avons des Homo sapiens qui sont présents dans l'Asie tropicale, très probablement de façon assez ancienne, en tout cas au moins il y a 70 000 ans ou 80 000 ans, peut-être un petit peu plus. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler de ce qui se passe plus au nord. Alors les moyennes latitudes sont les moyennes latitudes de l'Eurasie, hein, évidemment. Donc ce qui se passe en Europe, et puis ce qui se passe aussi en Asie, au nord de l'Himalaya. Et donc on va explorer des routes qui, à cette route sud, s'ajoutent. Donc vous voyez, il y a une route nord qui passe donc dans les plaines, enfin au sud de la grande plaine du nord de l'Eurasie, jusque vers l'Altaï, la Mongolie, le nord de la Chine, avec éventuellement à la fin évidemment des contacts entre ces deux vagues de population. Et puis, il se passe un petit peu le même genre de choses en Europe, avec l'entrée d'humains. Alors, le peuplement de l'Europe, c'est un petit peu comme le peuplement de l'Asie, hein, c'est-à-dire qu'en Europe, en tout cas en Europe occidentale, soit on arrive le long de la Méditerranée, soit on arrive par la vallée du Danube, mais c'est assez compliqué d'arriver en traversant les Alpes. Alors ce peuplement de l'Europe, de l'Eurasie en général d'ailleurs, on l'a longtemps vu d'une façon assez simpliste, dans le fond. Et quand je dis longtemps, voilà, je vous mets là une figure qui date d'un article de 2014, qui a été écrit par cet article a été écrit par deux généticiens. Et il vous montre une modélisation de cette arrivée, de cette espèce de vague grise, vous voyez, qui arrive depuis le Proche-Orient et qui se répand sur l'Europe jusqu'à un remplacement total des populations néandertaliennes. Alors comment ces gens-là ont construit ce modèle? Ils ont construit ce modèle en se servant des données génétiques, paléogénétiques qui sont déjà disponibles en 2014. Et vous voyez, c'est quand même une idée assez simple, hein. On a une sorte de front qui se déplace vers l'ouest avec une zone de contact et à la fin, une submersion, si je peux dire, totale des néandertaliens et il n'y a plus que des sapiens. Les chiffres que vous voyez sont des nombres de générations, hein, tels que ces généticiens se figurent ça. Alors ce remplacement, en fait, pendant très longtemps, on l'a calqué sur un grand changement qui est un changement culturel, en fait, que l'on observe dans le registre archéologique. En gros, cette arrivée des sapiens en Europe, pour les Européens, depuis qu'on a de la paléoanthropologie en Europe, ça correspond au passage à la transition du paléolithique moyen au paléolithique supérieur. D'ailleurs, cette assimilation des néandertaliens au paléolithique moyen et des Homo sapiens au paléolithique supérieur, qui est en grande partie, enfin qui est vrai en grande partie, en tout cas en Europe, bien dans le fond ça a été quand même quelque chose qui a été une source dans le fond d'incompréhension
du registre paléontologique dès qu'on est sorti d'Europe, puisque vous avez vu qu'en Afrique et même au Proche-Orient, bien, on a des sapiens qui sont associés à quelque chose qui n'a rien à voir avec le paléolithique supérieur, et enfin, en tout cas pour les formes les plus anciennes. Et dans le fond, cette assimilation paléolithique moyen, néandertal, paléolithique supérieur, Homo sapiens moderne, dans le fond, c'est un petit peu la continuation de ce que je vous ai décrit chez Mortillet comme une correspondance entre des stades évolutifs techniques, en fait, d'un matérialiste, hein, et puis des changements biologiques. Et donc, en Europe, c'est absolument clair que dans le paléolithique moyen, on n'a jamais trouvé quelque chose qui ressemble à un sapiens moderne. Alors, ce paléolithique moyen, ben, enfin, vous le connaissez depuis le temps, si je peux dire. C'est quand même, sont des assemblages où les préhistoriens se sont efforcés de décrire des types d'outils, on a étudié le débitage, mais une grande partie de cette production du paléolithique moyen, c'est quand même, voilà, ce qui est montré à droite ici, c'est-à-dire des éclats. Alors on peut discuter de comment on a fabriqué ces éclats, les différentes méthodes de production de supports, mais disons que beaucoup d'objets trouvés dans les sites du paléolithique moyen sont assez, enfin j'ose pas dire le terme, mais assez informes en fait, hein. Et on n'est pas très sûr que la typologie que les préhistoriens ont projetée sur ces outillages, ça soit une typologie que des hommes de Néandertal auraient volontiers acceptée en fait, hein. Il y a beaucoup de ces outils qui sont des outils qui étaient coupants, pointus, qui ont servi, qui ont été parfois retouchés, qui ont été rejetés ensuite. Et dans le fond, il y a très peu d'objets vraiment stéréotypés. Alors, il y en a. Je vous ai mis un très beau biface de la fin du paléolithique moyen, un beau biface triangulaire. Ça, ce sont des objets apparemment que les gens ont gardés. C'est quelque chose qui avait probablement une valeur... peut-être même une valeur symbolique supérieure à côté de ces outils qui sont un peu des outils de fortune. Et alors évidemment, ça contraste énormément avec ce qu'on va trouver au paléolithique supérieur. Donc voilà des outillages sur cette image qui sont qui proviennent d'assemblages qu'on appelle aurignaciens. Alors il y a l'Aurignacien, il y a un Aurignacien ancien, un proto-Aurignacien, je ne vais pas rentrer dans ces discussions parce que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais disons que ce qui est vraiment frappant quand on regarde ces assemblages et qu'on les compare à des assemblages du paléolithique moyen, c'est que là, pour le coup, il y a beaucoup d'objets qui, eux, sont stéréotypés. Donc il y a des productions systématiques. D'abord, d'une façon générale, il y a beaucoup plus de débitage laminaire et lamellaire, on fabrique des lamelles. Ces lamelles, elles servent souvent à fabriquer des pointes ou des objets composites qui sont souvent liés d'ailleurs à la production d'armes de jet pour tuer à distance. Et on trouve aussi des pointes en os. Donc tout ça, ça donne une allure à ces industries, à ces assemblages qui est très différente de ce qu'on trouve dans le paléolithique moyen. Et donc on a longtemps considéré ces industries de l'Aurignacien comme vraiment le marqueur de l'arrivée des Homo sapiens en Europe. Donc c'était cette vague que je vous ai montrée dans ma diapo précédente, c'était la vague aurignacienne en fait, hein. Et c'est pas la peine de remonter très loin dans le temps pour trouver des articles qui présentent cet Aurignacien comme l'arrivée des sapiens. Alors il y avait eu beaucoup de discussions sur l'âge de l'Aurignacien. En gros, il y avait des gens qui disaient ça peut pas être
plus que 36 000, 38 000, surtout en Europe de l'Ouest. Bon, il y a des gens qui arrivaient avec des dates un peu plus anciennes, mais quand on parlait de 40 000 avant le présent pour l'Aurignacien, déjà ça faisait dresser le poil un peu à certains de mes collègues préhistoriens. Alors le problème avec cette histoire d'Aurignacien qui remplace le paléolithique moyen, c'est qu'on a en fait pas mal de sites en Europe où on a quelque chose entre le paléolithique moyen et l'Aurignacien. Donc en stratigraphie, dans un certain nombre de sites, on trouve des assemblages qu'on a rassemblés sous le terme d'assemblage de transition. Alors pourquoi assemblage de transition? Parce qu'il semblait présenter des caractères hybrides, en fait, être un peu paléolithique moyen par certains aspects, et puis paléolithique supérieur par d'autres, avec des proportions différentes en fonction de ces assemblages. Évidemment, cette histoire d'assemblage de transition, c'était assez embêtant parce que ça ne collait pas très bien avec l'idée d'un remplacement d'un groupe par un autre, parce qu'il y avait quand même quelques milliers d'années où on avait production de choses un peu hybrides. Je fais une petite parenthèse. Je pense que, en fait, dans la tête d'un certain nombre d'archéologues, c'était quand même un peu un moyen de faire survivre cette idée de continuité en Europe entre des populations du paléolithique moyen et celles du paléolithique supérieur. Aujourd'hui, évidemment, on prend comme acquis le fait que voilà, Sapiens, c'est une espèce d'origine africaine, qu'elle est arrivée en Europe, qu'elle a remplacé les Néandertaliens, mais il faut bien se rendre compte que cette histoire d'origine hors d'Afrique, en Afrique, des Sapiens, qui sont à l'origine des hommes du paléolithique supérieur, dans le fond, ça a été accepté avec une certaine viscosité intellectuelle quand même. Ça a été assez... voilà. On aurait bien aimé quand même qu'il y ait une continuité. Donc les industries de transition, c'était impeccable pour ça. Alors ces industries, voilà, vous les avez là sur cette carte. Donc vous avez une grosse tache rose qui correspond à l'Aurignacien et au proto-Aurignacien, une grosse tache bleue qui correspond à l'Aurignacien ancien. Et vous voyez que en superposition, il y a des contours qui représentent la distribution géographique de certains de ces assemblages de transition. Vous voyez que tous ces assemblages de transition, ils ont des répartitions géographiques assez précises. On va parler pas mal d'un assemblage qu'on appelle le châtel-péronien. Bon, voilà, le châtel-péronien, c'est connu en France, dans le nord de l'Espagne. Bon, la carte a un petit peu changé depuis le moment où cette diapo a été faite, mais voilà, on en connaît, on a des sites dans le sud du bassin parisien, vers Nemours, par là. Et puis, il n'y en a pas à l'est du Rhône, il y en a dans le centre de la France, il y en a dans le sud-ouest de la France, et il y en a dans le nord de l'Espagne. Alors, dans la région cantabrique, c'est sûr, vers la Catalogne, par là, bon, là, on discute un petit peu plus, mais voilà. Il y en a là, il n'y en a pas ailleurs. Et c'est comme ça pour un certain nombre de ces assemblages. Et ce sont aussi des assemblages qui sont, en fait, assez souvent, comment dire, on serait tenté de dire éphémères, dans le sens que ils n'ont pas une grande profondeur de temps, ça dure quelques milliers d'années. Alors vous me direz, quelques milliers d'années, c'est pas mal, mais c'est pas comme beaucoup d'autres industries du paléolithique moyen ou du paléolithique supérieur qui durent très longtemps. Et puis, quand on voit ces cartes de répartition, il ne faut surtout pas imaginer qu'on a des dizaines de sites archéologiques qui livrent ces assemblages. Par exemple, pour le châtel-péronien, on a quelques sites qui sont assez riches. Mais quand je dis quelques sites, c'est voilà, une demi-douzaine qui sont vraiment riches. Puis après, il y a beaucoup de sites où on trouve quelques outils qui sont coincés entre du paléolithique moyen et du paléolithique supérieur. Donc on a l'impression que ce n'est pas quand même des populations très nombreuses.
Alors, le châtel-péronnien, c'est un de ces assemblages qui a servi un petit peu de patron à l'interprétation des assemblages de transition. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il a été beaucoup étudié en France. Bon, la France, en Europe occidentale, ça a été un petit peu la patrie de la préhistoire naissante. Donc, on a étudié pas mal de sites. On l'a reconnu de façon assez ancienne dans le sud-ouest de la France. Il y a des fouilles très importantes qui ont été réalisées par un de mes prédécesseurs au Collège de France, qui était le professeur Leroy-Gourand, dans un site de Lyon qui s'appelle Arcy-sur-Cure, qui en fait n'est pas un site, mais un complexe de plusieurs sites. Et donc, ce châtel péronnien, il a été présenté au départ comme présentant un mélange. Alors j'emploie le terme mélange avec, vous allez voir, des guillemets, d'éléments paléolithiques moyens, des éclats, des racloirs, des choses comme ça, et puis des choses qui vraiment annoncent le paléolithique supérieur. Je vous en ai présenté quelques-unes sur cette diapositive. En particulier, on a dans le châtel péronnien la production de lamelles, et vous vous souvenez que je vous ai dit, ces lamelles, c'est vraiment quelque chose qui devient abondant dans le paléolithique supérieur. On a des outils, des pointes en os, et puis on a des objets qu'on a appelés objets de parure, des dents percées, alors qui n'ont pas été trouvés en abondance dans des sites châtel-péroniens. En gros, il y a 2 sites châtel-péroniens où on a trouvé des objets comme, enfin des dents percées comme celle-là, celui d'Arcy-sur-Cure. Un outil qui est vraiment typique, c'est vendu comme le fossile directeur du châtel-péronien, c'est cette pointe que vous voyez en bas à gauche, ça s'appelle une pointe de châtel-péron, qui est une pointe, une lame avec un dos abattu courbe. Et alors, ce châtel-péronien, pourquoi on s'y est autant intéressé? Parce que longtemps, ça a été la seule industrie de transition dans laquelle on avait des restes humains. Et ces restes humains, ils ont été trouvés essentiellement dans 2 sites. Donc ces sites de Lyon, enfin une grotte qui s'appelle la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure, puis un autre site qui est en Charente-Maritime qui s'appelle Saint-Césaire. À la grotte du Renne d'Arcy-sur-Cure sont des restes assez fragmentaires, mais à Saint-Césaire, on a un squelette complet, presque complet, enfin assez complet. Et que ce soit à Arcy-sur-Cure ou que ce soit à Saint-Césaire, eh bien, dans les 2 cas, ce sont des restes qui ont été identifiés, interprétés comme néandertaliens. Et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ce sont des néandertaliens morphologiquement, même si ils ont des caractères un petit peu particuliers, en particulier pour l'homme de Saint-Césaire. Et donc, il y a quand même eu un énorme, débat qui s'est jamais réglé, hein, parce que dans le fond, on a assez vite vu des gens qui ont dit mais c'est pas possible que des Néandertaliens aient fabriqué ces industries. Donc ces industries sont des industries en fait du paléolithique supérieur fabriquées par des Homo sapiens modernes, et le caractère de transition, c'est lié à des mélanges de couches, des mouvements d'objets d'une couche dans l'autre, qui ont en gros mélangé des industries du paléolithique moyen et puis ce vrai châtel péronien. Et puis il y a eu aussi beaucoup de discussions sur l'association des Néandertaliens avec ces vestiges archéologiques. Alors, bon, je n'ai pas la réponse définitive à ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en tout cas, les datations directes qu'on a obtenues, alors aussi bien à Saint-Césaire qu'à Arcy-sur-Cure, sur des restes néandertaliens, puis vous voyez, je mentionne aussi un autre site qui est la Ferracie.
où on a aussi un tout petit bout de néandertalien qui a été daté directement, qui semble être dans un niveau châtel-péronnien. Donc ces dates directes, ce sont des dates qui correspondent à la période pendant laquelle ce châtel-péronnien a été produit. C'est-à-dire en gros des dates qui sont entre 45 000 avant le présent et 39 000. Enfin, je dis ça un petit peu à la louche, ça varie d'un site à l'autre, mais c'est à peu près, on est dans cette tranche de temps, donc juste avant l'Aurignacien en Europe de l'Ouest. Et donc, c'est un petit peu embêtant de faire arriver, si je peux dire, ces restes néandertaliens par des histoires de mélange de couches ou de fouilles qui n'auraient pas été menées directement, parce qu'ils ont des dates qui sont des dates qui collent avec le châtel-péronnien. Et donc, si on accepte que le châtel-péronnien a été fabriqué par des hommes modernes, ça veut dire qu'il y avait quand même des néandertaliens qui étaient là, pas loin, puisque c'est leur reste qu'on trouve associé à ces outillages. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les sites? Alors, évidemment, il y a une autre interprétation, c'est de dire c'est bien les néandertaliens qui ont fabriqué ce châtel-péronnien. Et là, il y a une discussion dans la discussion, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont produit ce genre d'objet parce qu'ils ont inventé leur propre paléolithique supérieur. Alors, évidemment, c'est une coïncidence étrange quand même que juste avant que les sapiens arrivent en Europe, les néandertaliens se disent tiens, on va fabriquer des lamelles et des pendentifs. Ou alors, c'est une idée que moi-même, dans ma jeunesse, j'ai défendue, l'idée qu'il y a une acculturation, en fait, un mélange, une diffusion de comportements d'un groupe vers l'autre. Alors, cette histoire continue, ça n'a jamais été vraiment résolu. L'année dernière, donc il y a quelques mois, il y a eu une nouvelle publication sur Saint-Césaire montrant que dans ce site, on a des coquillages percés. Alors c'est quand même quelque chose qui est assez spectaculaire. Donc la photo n'est pas très spectaculaire, mais vous voyez les coquillages qu'il y a en haut de la figure de droite, là, ce sont des petits coquillages percés qui sont trouvés dans ce contexte châtel-péronnien, avec de l'outillage lithique qui est châtel-péronnien. Je pense que les auteurs de cet article, ils ne concluent pas de façon très tranchée pour savoir qui a fabriqué ces choses-là. Ils disent que c'est peut-être des néandertaliens, peut-être des sapiens. Je pense que l'idée qui transparaît, en tout cas dans des tas d'échanges plus ou moins informels que j'ai eu avec les gens qui travaillent là-bas, c'est que, en fait, peut-être que ce néandertalien châtel-péronnien de Saint-Césaire, il n'est pas vraiment châtel-péronnien, mais qu'on a une surface, d'ailleurs c'est un argument qui a été développé aussi pour Arcy-sur-Cure, on a une espèce de surface qui a été laissée par des néandertals avec des restes de néandertals, et puis des sapiens sont arrivés là, et donc il y a cette espèce de contamination d'un assemblage par l'autre. Mais quand même, cette histoire de Néandertal associée au châtel-péronnien, dans le fond, ça a fait prévaloir pendant assez longtemps l'idée que ce modèle de Néandertal terminaux qui aurait fabriqué ces industries de transition, c'est un modèle qui a été appliqué à d'autres assemblages de transition, d'autant plus qu'on n'avait pas de restes humains dans la plupart de ces assemblages. Alors, je vous en cite un autre, qui est l'Uludien, qui est un assemblage qu'on connaît en Italie et en Grèce. Il faut quand même imaginer que pendant les périodes pendant les périodes froides, le niveau marin de la Méditerranée est beaucoup plus bas, et donc la Grèce et l'Italie sont beaucoup moins séparées qu'elles ne le sont sur cette carte. Et donc voilà, on a un vaste domaine où on aurait cet Uludien. Pareil, on est toujours dans les mêmes tranches de temps, 45 000, 40 000. Et vous voyez que dans l'Uludien, on a aussi des objets en os, enfin des pointes. Alors on a essayé de rapprocher l'industrie lithique
du châtel-péronnien, mais bon, franchement, ça ne ressemble pas du tout à du châtel-péronnien. On a aussi des coquillages dans le ludien. Donc l'uludien a été considéré longtemps comme une version italienne, si je peux dire, du châtel-péronnien. Jusqu'à ce que, en 2011, un collègue italien qui s'appelle Stefano Benazzi publie avec d'autres auteurs ces deux dents, alors, pas beaucoup, mais ce sont deux dents de lait en plus, des toutes petites dents, qui viennent d'un site qui s'appelle Cavallo, qui est dans le sud de l'Italie. La Grotta Cavallo, c'est la grotte du cheval. Et dans cette grotte, donc on a ces deux dents qui ont été découvertes. Alors le problème, c'est qu'elles ont été découvertes il y a assez longtemps quand même, dans les années 1960. Et ces dents, du point de vue morphologique, morphométrique, ce n'est pas les Néandertaliens, c'est des sapiens. Et donc ça a été, j'allais dire, une première pierre dans le jardin des partisans des industries de transition fabriquées par des Néandertaliens. Il y a eu le même genre d'évolution à propos d'une autre industrie de transition qui était sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, une industrie qu'on appelle l'incombien ranicien germanovicien. On peut l'appeler LRJ aussi, c'est plus rapide. Et en fait, pourquoi on lui a donné ce nom très compliqué? Parce qu'en fait, ce sont des assemblages auxquels on a donné des noms différents. L'incombien, eh bien, en Belgique et en Grande-Bretagne, ranicien en Allemagne et germanovicien en Pologne, pour se rendre compte finalement que c'était en gros la même chose. Je vous montrais une carte tout à l'heure de ce l'incombien ranicien germanovicien. Et là, pareil, on a longtemps pensé que c'était quelque chose qui avait été fabriqué par des Néandertaliens, d'autant plus qu'on a en Belgique un site qui est très célèbre, qui est le site de la grotte de Spie, qui a livré beaucoup de restes néandertaliens, enfin, au moins 2 squelettes assez complets, à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, c'est une découverte qui a beaucoup compté dans la reconnaissance des Néandertaliens. Et alors, ces Néandertaliens de Spie, on les a datés, ça a été publié en 2010, on les a datés dans une tranche de temps très récente finalement. On a été très surpris de ces dates, des dates autour de 35 000, 40 000. Et comme à Spie, on a ce fameux LRJ, on a dit, ben voilà, là encore, on a les derniers Néandertaliens, ils ont produit ces assemblages. Vous voyez, ce LRJ se caractérise par des productions d'outils et d'armes sur lame, avec des pointes bifaciales, des grandes pointes très, très jolies. Sauf que ces Néandertaliens de Spie, finalement, on est revenu sur les datations et on s'est rendu compte que ces datations assez récentes, en fait, elles étaient en grande partie dues à des contaminations et qu'en fait, ils étaient probablement beaucoup plus anciens. Donc vous voyez que la situation de ces industries de transition, c'est une situation assez confuse. On n'est pas sûr du tout qu'elle soit vraiment de transition, en tout cas de transition entre le paléolithique moyen européen et l'aurignacien. Puis surtout, en fait, on ne sait pas qui les a fabriqués. Et donc, à part le châtel-péronnien, où on a des restes humains dans les niveaux châtel-péroniens, eh bien, ailleurs, on ne sait pas. Alors, comment est-ce que cette affaire a été en partie résolue? Eh bien, je vais vous ramener à nouveau au Proche-Orient, dans le Levant, pour vous montrer un petit peu comment on en est venu à reconsidérer toutes ces industries de transition. Et dans le fond, enfin là, je fais un peu un spoiler, mais la conclusion de tout ça, ça va être qu'on va se rendre compte que oui, elles sont de transition, mais elles ne sont pas de transition entre le paléolithique moyen des hommes de Néandertal et puis le paléolithique supérieur des Homo sapiens en ordre, mais elles sont de transition entre
plutôt du Middle Stone Age ou du Paléolithique moyen fabriqué par des sapiens et du Paléolithique supérieur fabriqué par d'autres sapiens. Donc c'est plutôt cette évolution-là qu'on a graduellement décelée. Alors toute cette histoire, ça commence par les travaux d'un archéologue américain qui s'appelle, il s'appelait parce qu'il a disparu l'année dernière, il s'appelait Tony Marks, que j'ai connu à la fin de sa vie surtout, qui est venu à Leipzig travailler avec nous. Il aimait bien venir à Leipzig, surtout à cause des concerts, je pense, parce qu'il était très mélomane, mais il s'intéressait beaucoup au Middle Stone Age aussi. Et donc Tony Marks, il a travaillé vraiment dans toutes sortes de régions, depuis le Portugal jusqu'à l'Égypte, hein. Mais il est très connu parce qu'il a travaillé dans un site qui s'appelle Boker Tartit. Alors vous voyez, Boker Tartit, c'est dans le désert du Negev, en Israël. C'est le rond rouge qui est sur la carte. D'ailleurs, vous voyez que dans le rond rouge, il y a plusieurs sites. Il y a un site qui s'appelle Boker Tartit, il y en a deux autres. Il y en a un qui s'appelle Boker aussi, qui n'est pas loin. Et alors, dans ce site de Boker Tartit, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs niveaux qui ont livré, alors c'est que de l'industrie lithique, hein. On n'a pas de reste humain, on n'a même pas d'os du tout pratiquement. C'est un milieu aride qui n'est pas très propice à la conservation des ossements. Et alors à Boker Tartit, Tony Marks, il a la chance d'avoir des niveaux assez riches en industrie, dans lequel on a trouvé quelque chose qui ressemble, qui avait déjà été décrit avant, hein, qu'on appelait l'émirien. Alors cet émirien, c'est un assemblage qu'on a trouvé déjà dans une grotte, justement la grotte d'Émirée, qui est plus au nord, vers la mer de Galilée, dans lequel on a des grandes pointes retouchées. Et donc cette industrie de Boker Tartit, ce qui était intéressant à Boker Tartit, c'est un site où il y a beaucoup de débitage, où les gens ont fabriqué des éclats, des lames pour produire des outils. Et donc, on a pu, à Boker Tartit, remonter, vous avez un exemple là à gauche, on a pu remonter les blocs de silex pour leur redonner l'allure qu'ils avaient avant d'être débités pour fabriquer des lames. Et donc on a analysé de façon très détaillée la production de ces lames, ce débitage. Et ce qu'on a trouvé en étudiant tout ça, c'est que dans le fond, cet assemblage de Boker Tartit, c'était quelque chose qui avait une allure un peu paléolithique moyen, parce qu'on avait des pointes, vous en avez là à droite, qui ressemblent en fait à des pointes levallois, typologiquement, sont des pointes levallois, des grandes pointes triangulaires. Mais en faisant ces remontages, on s'est rendu compte que ces choses qui avaient l'air d'être des pointes levallois allongées, en fait, étaient produites d'une façon volumétrique. C'est-à-dire que le débitage levallois, on en a déjà parlé dans ce cours, c'est un débitage, on est tenté de dire, en deux dimensions. C'est-à-dire que c'est un support qui est travaillé, qui est assez plat, une espèce de nucléus auquel on donne une forme de carapace de tortue, et puis sur cette surface, qui est un peu bombée quand même, on va débiter un grand éclat, on va débiter des pointes, on peut même débiter des lames, et la préparation de ce nucléus, dans le fond, préfigure la forme de l'éclat qu'on veut obtenir. C'est ça l'idée du levallois. Et la grande différence entre ce genre de débitage et puis ce qu'on va trouver dans le paléolithique supérieur, c'est que dans le paléolithique supérieur, c'est vraiment une gestion en 3 dimensions de la matière première, c'est-à-dire qu'on a des nucléus sur lesquels on débite des lames tout autour du nucléus.
en débitant des lames. Et à Beaucaire-Tartite, ce que Tony Marx a trouvé, c'est quelque chose qui est un petit peu intermédiaire finalement. C'est-à-dire que c'est ce genre de nucléus comme celui que vous avez à gauche, c'est un bloc de silex sur lequel on forme une espèce de carène, et à partir d'un plan de frappe, une plateforme, on va débiter d'abord une grande lame, on appelle ça une lame à crête, hein, pour entamer, si je peux dire, cette forme carénée, et puis ensuite, de façon un peu tournante, à partir de ce front, on va débiter en fait des grandes lames pointues, un peu comme celles qui sont figurées à droite. Et ça, c'est vraiment... Alors, c'est pas... On ne tourne pas autour du nucléus, hein, on travaille sur un front qui recule progressivement. Et ça, c'est quelque chose qui préfigure un peu ce qu'on va trouver dans le Paléolithique supérieur. Et donc, à la suite des travaux de Tony Marx et d'autres, je pense à Steve Kuhn, je pense à quelqu'un qui maintenant est professeur à Bordeaux, qui s'appelle Nicolas Wins. Dans le fond, tous ces gens-là, ils ont proposé l'idée que cet émyrien, en fait, il fallait plutôt l'appeler Paléolithique supérieur initial, et donc c'est quelque chose qui est pas l'aurignacien, qui n'est pas le vrai Paléolithique supérieur, mais qui préfigure, dans le fond, ces changements techniques. Et puis alors, en y regardant de près, on s'est rendu compte que des industries avec des grandes lames, des grandes pointes, qui ont un peu une allure de Pointe-le-Valois, comme celle que vous avez là en bas à droite, qui sont retouchées pour former des pointes, ou alors qui parfois sont fragmentées pour utiliser chaque segment pour fabriquer des outils retouchés, ben on en trouvait, alors vous voyez, dans tout le Proche-Orient. Donc il y en a dans plusieurs sites en Israël. Là, je vous ai parlé de Beaucaire-Tartite, voilà, Émiré. Et puis quand on remonte vers le nord, en Syrie, il y a un site qui s'appelle El-Klel, où on a aussi ce genre d'industrie. Au sud-est de la Turquie, il y a un site qui s'appelle Uçadgli. Alors, je ne garantis pas la prononciation, où on trouve aussi ce Paléolithique supérieur initial. Et puis surtout, quand on va vers le nord-ouest, qu'on passe le Bosphore, on trouve aussi des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Donc vous voyez qu'il y a un site qui est indiqué en Bulgarie, on va en reparler dans un instant, qui s'appelle Bachokiro, où on a ce genre d'industrie, et puis même beaucoup plus loin, en République tchèque, une industrie qu'on appelle le Bohunicien, qui voilà, pouvait peut-être être rattaché à cet ensemble. Et en zoomant, en reculant un petit peu la perspective, on s'est rendu compte que, en fait, ce type de débitage, ce type de production de grandes lames, on le trouvait non seulement au Proche-Orient, non seulement en Europe de l'Est, mais on le trouvait beaucoup plus à l'Est, en Asie centrale, et même aussi loin que l'Altaï, la Mongolie et le nord de la Chine. Et donc l'idée, c'est que, qui a germé progressivement, c'est qu'en fait, ce Paléolithique supérieur initial, c'était en fait un marqueur de l'expansion de notre espèce à partir du Proche-Orient, où elle était installée après cette sortie d'Afrique, vers l'Est et vers l'Ouest, dans les moyennes latitudes de l'Eurasie. Et de fait, je parlais de Nicolas Wins tout à l'heure, voilà un site dans lequel il a travaillé, qui s'appelle Tolbor, qui est en Mongolie, et où on trouve exactement ce même genre d'industrie. Alors, ce Paléolithique supérieur initial qu'on trouve un peu partout dans les moyennes latitudes de l'Eurasie, évidemment, il y a des variantes locales. Ce n'est pas exactement la même chose partout, hein. C'est plutôt un concept en termes de production de lames.
Et alors évidemment, comme on n'a pas de restes humains avec dans tous ces sites, et même on a fort peu, vous allez voir, eh bien, on a longtemps discuté pour savoir, mais peut-être sont des Néandertaliens qui l'ont fabriqué, ou des Néandertaliens et des sapiens. Mais enfin, pour l'instant, je pense que l'idée que c'est un marqueur de l'expansion des sapiens dans les moyennes latitudes, c'est quelque chose qui est assez bien admis. Je suis allé à une réunion il n'y a pas très longtemps en Bulgarie, on a même parlé de politique supérieure initiale au Japon. Vous voyez, donc peut-être aller beaucoup plus loin même que l'Altaï ou la Mongolie. Vous avez à droite un diagramme qui vous montre des dates qui sont obtenues à Tolbor. Vous voyez que dans le bas du diagramme, on a des dates autour de 45 000. Et alors, je reviens à Boker-Tartit. Boker-Tartit, j'ai même participé à une étude du site avec d'autres collègues, hein, où on a vraiment essayé de dater le site. C'est assez compliqué, mais disons que ce politique supérieure initial, on a l'impression que ça se développe essentiellement entre 50 000 et 45 000. Et donc, voilà, ça démarre quelque part là dans le Negev, et puis on va trouver des sites d'âge varié jusque vers 45 000, jusque dans l'extrême-orient, en fait, asiatique. Alors, je vous ai dit qu'on a très peu de restes humains qu'on peut associer aux politiques supérieures initiales. Il y a un petit chapeau rouge en haut du diagramme, qui est centré sur 45 000, 44 000. C'est un petit chapeau rouge qui ne correspond pas à des dates du site de Tolbor, mais qui correspondent à une datation d'un fémur qui a été découvert dans un site qui s'appelle Ust-Ishim et qui est en Sibérie occidentale. Alors cette découverte de Ust-Ishim, elle est tout à fait remarquable. Alors, je vous dis tout de suite que ce qui est très embêtant avec Ust-Ishim, c'est qu'on n'a pas d'industrie associée au fémur. Alors, vous savez, on déplore toujours de ne pas avoir de restes humains dans les sites où on a des assemblages lithiques qu'on connaît bien. Parfois, c'est le contraire. Hein. Et donc là, on a un fémur qui a été découvert par des gens qui ramassaient des fossiles, je pense qu'ils cherchaient de l'ivoire de mammouth le long d'une rivière, et qui ont ramassé ce fémur. Mais ce fémur, on a pu le dater directement, et au point de vue âge, il colle, si je peux dire, avec ces industries du paléolithique supérieur initial. Alors encore une fois, je ne peux pas vous garantir que c'est lui qui a fabriqué ces belles lames que je vous ai montrées, mais il est au bon endroit, au bon moment. Et puis, aussi, ce qui est remarquable avec ce fémur, c'est que, d'abord, morphologiquement, c'est un fémur pour lequel il n'y a aucune question. C'est un fémur de sapiens, même de sapiens tout à fait moderne. Je trouve que le fémur, c'est un os qui est quand même assez différent chez les néandertaliens et chez les sapiens. Je ne sais pas si vous voyez ça sur l'image, mais à l'arrière du fémur, je ne peux pas vous montrer mon fémur, mais je vous montre où ça se passe. Sur l'arrière du fémur, il y a une crête très saillante, une sorte de surélévation qu'on appelle le pilastre, et qui donne à la section du fémur, chez les sapiens modernes, une allure très particulière et qu'on ne trouve pas chez les néandertaliens. Donc lui, il a un très beau pilastre. On parle de ligne âpre, donc il a une ligne très âpre. Et en plus de ça, on a pu extraire de l'ADN, qui est un ADN très bien conservé, de sapiens, et non seulement de sapiens, mais en plus on a pu montrer que c'est un sapiens assez ancien, enfin, du point de vue génétique, dans le fond qui correspond à des populations qui seraient antérieures à la différenciation entre, disons, les Asiatiques et les Européens modernes. Voilà. Je dis ça de façon un peu caricaturale, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et alors, dernier point qui, quand même, il faut relever, c'est que
On a parlé de la sortie d'Afrique, on a parlé du Sahara vert, on a parlé d'aller en Inde, d'aller dans le sud-est asiatique. Pour l'instant, on était dans des endroits où il faisait quand même assez bon, même parfois un peu trop chaud. Là, on est à 52 degrés de latitude nord en Sibérie occidentale. Donc c'est un changement absolument majeur. Et évidemment, c'est assez difficile d'imaginer que c'est pour des raisons environnementale d'extension de la niche écogéographique des sapiens que cet homme d'Oustichim est allé se promener au bord de cette rivière en Sibérie occidentale à 52 degrés de latitude nord. Alors on avait quand même 2 ou 3 vestiges associés à du paléolithique superinitial, mais bon, des vestiges qui sont assez difficiles à interpréter. Alors je vous montre rapidement, en bas à droite, un bout de maxillaire qui vient d'un site qui est très célèbre, qui se trouve au Liban, qui s'appelle le site de Ksarakil, où il y a une très très grande stratigraphie. C'est un site un peu martyr de la guerre civile libanaise, si je peux dire, mais où il y a des travaux qui doivent être repris, qui sont repris en ce moment. Et donc, ce bout de maxillaire, il vient d'un niveau, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait du paléolithique superinitial dans toute cette région, un niveau qui est paléolithique superinitial. Alors, le problème de ce maxillaire, à qui on a donné ce joli nom de Ethel Rouda, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, c'est quand même une pauvre chose. Hein. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est un maxillaire, on sait que c'est humain, mais c'est assez difficile de dire ce que c'est un Homo sapiens ou autre chose. Très difficile. Il y a un autre fossile qu'il faut que je vous cite. C'est une boîte crânienne, une calotte crânienne qui vient d'une grotte du nord d'Israël, qui s'appelle Manot. Donc là, on est à portée de vue de la frontière libanaise, à un endroit où il fait bon vivre. Et on a trouvé ce crâne dans une grotte où il y a eu des fouilles. Alors, le problème de ce crâne, c'est qu'il a été ramassé en surface dans la grotte. C'est assez difficile de le connecter à une stratigraphie, un assemblage lithique. On a essayé de le dater. Donc, vous voyez, il y a une date qui a été publiée à presque 55 000. Bon, c'est quand même une date qui demanderait à être confirmée, parce que dater des os hors stratigraphie, c'est une entreprise assez périlleuse, on va dire. Et donc vous voyez qu'avec toutes ces découvertes, dans le fond, ce qui se dessine, en tout cas pour l'Asie, c'est cette idée qu'il y a vraiment 2 routes complètement différentes. Une route ancienne par le sud, qui arrive probablement jusque dans le sud de la Chine, et puis une route à partir de l'Asie centrale, au nord de l'Himalaya, du plateau tibétain, et qui se déploie sur l'Altaï, sur la Mongolie, sur le nord de la Chine, et je vous ai dit, on pense même qu'il y a peut-être du paléolithique superinitial jusqu'au Japon. Alors on va revenir en Europe et vous allez voir comment cette histoire de paléolithique superinitial et de qui l'a fabriqué et qu'est-ce que représentent ces populations, en fait, c'est en Europe que ça a fini par se résoudre. J'ai déjà évoqué le fait que le Bohunicien, qui est un assemblage dit de transition de la République tchèque, que ce Bohunicien, eh bien, il présentait des caractères assez semblables à ceux des industries de Beaucaire-Tartite. Et en particulier, on a cette évolution du débitage. Alors c'est du débitage, à Beaucaire-Tartite, c'est un débitage qu'on appelle bipolaire, hein, c'est-à-dire que ces gros nucléus dont je parlais, on les exploite dans une direction et dans l'autre, hein, les lames, elles se croisent, si je peux dire. Puis après, à Beaucaire-Tartite, il y a plusieurs niveaux, ça évolue vers un débitage unipolaire, où là, on a un plan de frappe, et où on débite à partir de ce plan de frappe. Et vous voyez des remontages un petit peu comme ceux qu'on a fait à Beaucaire-Tartite,
Vous les avez là pour un site qui s'appelle Transkazskala, qui est en République tchèque, où il y a du bohénicien. Et vous voyez ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire on part d'un... Là, le nucléus, il est vu de dessus. Hein. Donc ce que vous voyez en gris plus ou moins clair, c'est la section en fait, de lames qui sont débitées le long de ce nucléus. Et donc voilà, si vous regardez l'image la plus à droite, vous voyez, au départ, on se débarrasse, si je peux dire, de la forme en carène de ce nucléus, et puis ensuite, en tournant et en reculant, on va débiter des lames très, très longues, assez épaisses, le long de ce nucléus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on a à Boker-Tartit. Et mon collègue tchèque, Petr Skrdla, a publié abondamment là-dessus pour rapprocher ça de Boker-Tartit. Alors il y a un site que j'ai montré tout à l'heure sur la carte qui est en Bulgarie, qui s'appelle Batchokiro, et dans lequel il y a une industrie. Alors, vous savez, les archéologues aiment bien donner des noms aux industries. C'est un peu comme les paléontologues avec les fossiles. Hein. Et donc, voilà, à Batchokiro, on a un batchokirien, évidemment. Et ce batchokirien, je vous ai dit, ça ressemble quand même furieusement à ce qu'on classe sous le chapeau paléolithique supérieur initial. Et alors, moi, je me suis intéressé à ce site de Batchokiro. Pourquoi ? Parce que c'est un site où on avait déjà fouillé. Alors, il y a eu une première fouille dans les années 30 par Miss Garrod. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Miss Garrod, c'est cette archéologue anglaise qui avait fouillé dans ce qui était à l'époque la Palestine sous mandat britannique, hein, donc les grottes du Mont Carmel, Taboun, etc. Et donc sur le chemin de retour vers Cambridge, elle s'est arrêtée en Bulgarie, elle n'a pas pu se retenir, elle a été faire un trou dans une grotte qui est là-bas, et donc elle avait déjà fouillé le site. Puis alors, surtout, il y a eu des fouilles plus tard par des collègues polonais et bulgares qui ont repris ce site de Batchokiro. Et alors, dans la publication de cette fouille du professeur Kozlowski, il y avait des restes humains qui étaient signalés, et donc évidemment, comme d'autres d'ailleurs, je voulais savoir ce qu'il en était de ces restes humains, et parce qu'à l'époque à laquelle je me suis intéressé à ça, on commençait à faire de la paléogénétique, je me suis dit on va résoudre finalement le mystère de ce paléolithique supérieur initial. Alors, ils ont disparu, les restes humains de Batchokiro, bon, ça arrive. Je n'épilogue pas là-dessus, mais donc ces restes, j'ai jamais pu les voir, mais comme j'étais à Sofia, j'ai voulu aller voir le site, etc. On m'a emmené voir le site, et puis je me suis rendu compte que dans ce site, on pouvait reprendre des fouilles, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tous ceux qui avaient essayé de me dissuader d'aller voir le site de Batchokiro m'avaient raconté, il restait quand même des sédiments et des restes archéologiques. Et donc, avec toute une équipe de gens, j'ai repris des fouilles dans ce site. Donc, vous voyez là le début de nos travaux. Donc, cette plateforme de béton, c'est ce qui reste de la fouille de Kozlowski, de Misgarod, etc. Mais vous voyez qu'à gauche, là, dans cette espèce de diverticule, et puis au fond, il y a des coupes dans lesquelles on a un matériel archéologique. Alors, ce site de Batchokiro, ça a été vraiment j'allais dire une grande chance, c'est pas de la chance évidemment, on n'est pas arrivé là-bas par hasard, mais ça a été vraiment quelque chose qui a été un élément clé de la résolution de cette transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Donc vous voyez à droite, c'est toujours pareil, ces grandes lames épaisses, pointues, du paléolithique supérieur initial. Alors on ne trouve pas beaucoup des comme ça, parce qu'en général, ceux qui ont produit ces lames, une fois qu'ils s'étaient donné du mal pour produire ces lames, ils s'empressaient de les casser en morceaux pour utiliser chaque segment pour fabriquer différents types d'outils. Mais enfin, il y aura quand même des grandes lames pointues qui ont été retouchées et utilisées telles. Ces lames, elles viennent de ce niveau
noir que vous voyez en bas de la coupe. Et c'est un niveau qui est un niveau extrêmement riche, avec parfois des milliers d'objets. Alors, ça peut être juste des petits éclats, des petits bouts d'os, des choses comme ça, par mètre carré dans ce niveau, donc extrêmement riche. Il est noir surtout parce qu'il est riche en matière organique, donc c'est un niveau qui est anthropisé, comme on dit, c'est-à-dire c'est l'activité humaine en fait qui lui a donné cette couleur noire. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'au-dessus de ce niveau très très riche où on a du paléolithique supérieur initial, vous voyez que dans la coupe, on a des niveaux, espèce de limon, qui est pratiquement stérile, il n'y a absolument rien là-dedans, il n'y a pas de reste archéologique. Et donc, moi, j'étais vraiment intéressé par la fouille de ce site parce que je me suis dit dès le départ, on ne va pas encore nous faire le coup de vous trouvez ça, mais c'est des objets qui sont déplacés de telle couche dans telle couche. Là, c'est vraiment une stratigraphie un peu de rêve de ce point de vue-là, parce qu'on a un niveau très riche. En dessous, il y a un petit peu d'archéologie. Au-dessus, il n'y a pratiquement rien. En tout cas, il faut aller assez loin vers le haut pour trouver autre chose. Et donc, on a été vraiment très heureux de pouvoir fouiller ce site. Alors non seulement on a trouvé de l'industrie, vous allez le voir, on a des restes humains dans le site, et puis on a aussi des objets tout à fait extraordinaires. Voilà, lorsqu'on a publié ce site dans Nature en 2020, sur la couverture de Nature, des objets entre guillemets de parure, qui sont des dents d'ours, des cavernes, pour la plupart, qui ont été travaillées, percées par les hommes. Alors, petit clin d'œil, je vous mets une autre couverture de Nature liée à un autre article publié il y a quand même pas mal de temps auparavant sur la grotte du Renne d'Arcy-sur-Cure. Alors d'abord, c'est pour vous montrer qu'on peut arriver à avoir 2 fois la même couverture dans Nature, mais aussi pour vous montrer que ça ressemble assez furieusement à ce qu'on a dans le châtel péronien, qu'on a attribué aux Néandertaliens. Non seulement on a des dents percées, vous voyez, ce qui est au milieu, c'est un anneau d'ivoire, enfin en tout cas c'est un bout d'ivoire dans lequel il y a une découpe. On a aussi de l'ivoire travaillé à Bachokiro, on a mis un petit bout au milieu. Alors comment ça a été résolu, cette histoire des artisans du paléolithique supérieur initial? Eh bien, à Bachokiro, on a utilisé une méthode qu'on appelle ZOOMS dans le jargon. Alors ZOOMS, c'est un acronyme qui vient de Zooarchaeology by Mass Spectrometry. Vous avez dans la salle quelques spécialistes de la question. C'est une méthode qui est intéressante. Pourquoi? Parce que dans les sites archéologiques comme ceux dont je vous parle depuis tout à l'heure, on aimerait bien trouver des restes humains, mais la plupart du temps, ce qu'on trouve, c'est un magma de fragments osseux comme celui qui est photographié à gauche. C'est-à-dire que 70%, ou parfois plus même, de ce qui sort d'un site paléolithique, ce sont des bouts d'os qui ne sont pas identifiables. Donc il y a des ossements d'animaux que les paléontologues savent identifier. On attribue ça à différentes espèces, ce sont les restes de faune. Alors évidemment, on les regarde de près en espérant qu'il va y avoir des restes humains, mais pendant longtemps, le reste, on le jetait. On le jetait. Alors bon, dans le meilleur des cas, on le gardait dans des sacs, dans des boîtes, mais moi j'ai vu des sites il y a très longtemps où on ne les gardait pas, tous ces petits fragments osseux. Et donc il y a une méthode qui a été mise au point par des chercheurs de l'université de York, il y a pas mal d'années, qui est cette fameuse technique de ZOOMS. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un tout petit bout d'os sur un de ces fragments, on le met dans une solution avec des enzymes, comme par exemple la trypsine que vous voyez là, et cette trypsine, ce qu'elle va faire, c'est que, alors d'abord on commence par dissoudre cet os pour extraire du collagène qui est conservé dans l'os. Il faut qu'il y ait du collagène, évidemment. Et disons que pour ces périodes-là, c'est généralement le cas. Ce collagène, donc, est une protéine formée de fibres qui est extrêmement résistante. C'est
une protéine de structure. Hein. La plus grosse partie de vos os, c'est du collagène, en fait. Hein. Et donc, ces enzymes vont découper ce collagène à des endroits qui sont, comment dire, toujours les mêmes. Imaginez, vous savez, le collagène, c'est une séquence d'acides aminés. Donc, ces acides aminés, c'est un petit peu comme les lettres. Vous savez, on utilise toujours cette image pour l'ADN, hein, en expliquant que les nucléotides, c'est une sorte d'alphabet qui s'aligne le long des molécules d'ADN. Ben, les protéines, c'est pareil, sauf que ce n'est pas des nucléotides, c'est des acides aminés. Soit en passant, cet alignement d'acides aminés, c'est une retranscription de quelque chose qui est dans le génome sous forme de nucléotides. Hein, donc, c'est une transcription d'un autre alphabet. Donc, imaginez une bande de papier sur lequel on aurait écrit un roman, et prenez une paire de ciseaux, et chaque fois qu'il y a le mot amour, paf, vous coupez, d'accord? Et donc, si c'est toujours le même roman, normalement, vous devez avoir toujours les mêmes longueurs de bande de papier, et donc, l'idée, c'est que d'une espèce à l'autre de mammifères, le collagène, c'est une molécule stable, mais il y a quand même au cours de l'évolution des petits changements. Et donc, on va produire des bandes de papier qui vont être différentes si on a des espèces différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette solution dans laquelle les enzymes ont découpé les molécules de collagène, on a produit ce qu'on appelle des peptides, et ces peptides, on les fait passer dans un spectromètre de masse, on mesure leur masse, donc leur taille, et on obtient un spectre qui ressemble à quelque chose comme ça, et ce spectre, il a des pics qui correspondent à des peptides particuliers, de longueur particulière. Et pour ceux qui ont l'expertise, eh bien, on peut, à partir d'un spectre comme ça, identifier, alors, une espèce rarement, mais au moins un genre. Et donc, vous voyez ici, alors je vous ai trouvé deux spectres. Alors là, pour le coup, ce sont deux espèces. Donc, Rattus norvegicus et Rattus ratus. Et vous voyez qu'ils ont des spectres différents. Et donc, c'est formidable parce que c'est une méthode qui est relativement rapide, qui n'est pas trop chère, et qui permet de traiter des centaines, voire des milliers de fragments osseux. Et quand on fait ça, évidemment, ce qu'on obtient, c'est quoi? C'est une liste phonique. Cette liste phonique, elle est très souvent, normalement, elle devrait être identique à celle que les paléontologues ou les zooarchéologues ont constituée en étudiant la partie identifiable de la faune. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, d'abord, on trouve parfois des espèces rares qui ne sont pas conservées dans la partie bien identifiable. Et puis, surtout, on se rend compte qu'en masse, on n'a pas exactement les mêmes proportions dans la partie identifiée et dans la partie fragmentée. Et ça, évidemment, ça tient au comportement des humains. Par exemple, s'il y a une espèce que les gens ont utilisée pour fabriquer des matières grasses en faisant bouillir des fragments osseux, ils ont pilé ces ossements. On va trouver beaucoup de fragments. On ne va pas en trouver beaucoup qui sont bien conservés et identifiables. Et alors, vous avez ici une liste. Alors, je crois que c'est pour le site de Saint-Césaire dont je parlais tout à l'heure, avec les espèces qu'on a pu identifier. Et puis, de temps en temps, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des restes humains qu'on n'aurait jamais vus si on avait juste espéré identifier. Alors évidemment, ce n'est pas un beau crâne, ce n'est pas une pièce de musée, c'est un petit bout d'os comme celui que vous avez dans l'assiette là au-dessus. Mais c'est formidable de pouvoir identifier ces restes humains. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on les a identifiés comme humains, on va pouvoir les dater directement au radiocarbone, puisqu'il y a du collagène, généralement suffisant, et puis on va pouvoir faire de la génétique sur ces restes-là. Et c'est avec cette méthode-là que Abba Chokiro, au milieu de ce magma d'os,
dans ce site où on avait autrefois trouvé des restes humains, mais on les avait perdus, et bien on a pu retrouver d'autres restes humains. Donc on a trouvé 5 fragments humains. Alors il a fallu trier un peu plus d'1 millier de petits bouts d'os, mais honnêtement, ça vaut le coup quand même. Hein. Donc on a sorti ces restes humains et on a pu faire une analyse génétique de ces restes. Alors, on parlera un peu plus de génétique la prochaine fois parce que je vous parlerai des histoires d'hybridation, mais à Bachokiro, on a identifié... alors d'abord, on a extrait de l'ADN mitochondrial et puis on a extrait aussi de l'ADN nucléaire. Alors sur l'ADN mitochondrial, vous avez ici, enfin en bas, vous avez un arbre de différents spécimens d'Homo sapiens paléolithiques d'Eurasie. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces vestiges de Bachokiro qui sont associés à ce paléolithique supérieur initial, ils appartiennent à plusieurs haplotypes, en particulier l'haplotype M et l'haplotype N, vous voyez, sont différentes branches, mais la séquence de nucléotides sur cet ADN mitochondrial nous montre qu'on est très près de la racine de ces haplotypes, M et N. Et M et N, ce sont les haplotypes qui descendent d'un autre haplotype qui s'appelle L3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais L3, c'est l'haplotype mitochondrial qu'on trouve en Afrique et dans lequel on enracine les haplotypes qu'on trouve en Eurasie. Et M et N sont les deux premiers qui apparaissent à partir de cet haplotype L3. D'ailleurs, on se demande s'ils ne sont pas déjà séparés en Afrique avant de sortir d'Afrique. Bon, il y a toute une discussion là-dessus, mais en tout cas, voilà. Donc on a à Bachokiro des sapiens, c'est sûr. Encore une fois, ce ne sont pas des spécimens très spectaculaires, mais il n'y a aucun doute sur leur nature de sapiens. Et ils sont très près, dans le fond, ils sont très près de la sortie d'Afrique, en fait. Ils sont très près de cet haplotype L3 qui est... Alors, on a aussi extrait de l'ADN mitochondrial, de l'ADN nucléaire, excusez-moi. Alors, ce qui est intéressant avec l'ADN nucléaire, on parlera des histoires d'hybridation dans le cours prochain, mais, parce qu'ils sont hybridés avec les néandertaliens. Mais surtout, ce qui a été remarquable quand on a extrait cet ADN nucléaire, c'était de se rendre compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on attendait, ces gens-là, qui sont donc vraiment les premiers sapiens qui arrivent en Europe, eh bien, ils n'ont pas de descendance dans les populations européennes actuelles. Et on trouve en fait des traces de leur ADN nucléaire en Asie, très loin. Et donc ça colle avec cette idée que le paléolithique supérieur initial, ça s'est répandu dans les moyennes latitudes depuis l'Europe, disons l'Europe centrale, jusqu'au nord de la Chine. Là-bas, il y en a un petit peu qui a survécu, d'ailleurs qui est passé en Amérique avec la colonisation des Amériques par des populations d'origine sibérienne, mais en Europe occidentale, ils ont disparu. Et ça, déjà, ça a été quelque chose qui a été assez révélateur, parce qu'on s'est rendu compte que cette colonisation de l'Europe, c'était un processus beaucoup plus complexe que cette espèce de vague simple que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les premiers arrivés, ils ont été remplacés par d'autres. Et puis surtout, on s'est rendu compte que cette idée que l'Aurignacien, c'était le marqueur de l'arrivée des sapiens en Europe, c'était une idée fausse, parce qu'avant les Aurignaciens, il y avait eu cela. D'accord ? Alors voilà les dates qu'on a obtenues à Bachokiro. Donc on a daté directement des restes humains de ce niveau paléolithique supra-initial. Vous voyez, on est autour de 45 000. Donc c'est beaucoup plus vieux que l'Aurignacien qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que c'est aussi beaucoup plus vieux
que les dates obtenues directement sur des Néandertaliens à Arcis-sur-Cure ou à Saint-Césaire. Et donc ça veut dire que plusieurs milliers d'années avant la disparition des Néandertaliens en Europe de l'Ouest, on avait, alors là on est en Bulgarie, mais vous allez voir, on va se rapprocher, on avait des sapiens qui étaient déjà arrivés. Alors après qu'on ait fait tous ces travaux, qu'on soit donné beaucoup de mal avec Zoom, on a fini quand même par trouver un bout d'os qui, lui, était identifiable. Donc je vous montre ce maxillaire qui vient d'un niveau du Paléolithique supérieur initial de Bachokiro. Bon, c'est un maxillaire comme votre maxillaire, mon maxillaire, c'est un maxillaire de Sapiens, il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, à peu près au même moment, au moment où on a publié les données sur Bachokiro, il y a une publication qui a été faite par des collègues paléogénéticiens du génome d'un crâne d'une femme découvert dans une grotte en République tchèque, un site qui s'appelle Zlatikun. Et ce crâne, on le connaît depuis très longtemps, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Pourquoi? Parce que premièrement, on n'avait pas réussi à le dater, essentiellement parce qu'il a été consolidé avec des produits qui font que le radiocarbone, ça ne marche plus, parce qu'on a mis trop de matière organique dans ce crâne. Et puis aussi, ce qui était embêtant, c'est qu'il a été trouvé, et ça arrive, enfin, on a plusieurs exemples, hors contexte stratigraphique, donc on ne sait pas trop à quoi il est associé. Mais en étudiant le génome de cet humain, cette humaine plutôt, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait affaire à une autre représentante de ces populations pionnières de sapiens en Europe. Alors, on ne peut pas faire des datations avec l'ADN comme on en fait avec le radiocarbone, mais on peut quand même faire une datation. Pourquoi? Parce qu'on connaît à peu près le taux de mutation de l'ADN nucléaire dans des populations humaines. Et comme on a déjà plusieurs points de comparaison, eh bien, on arrive à dire que ce crâne, lui aussi, il est probablement autour de 45 000. Et ce qui est très intéressant, c'est que, on va le voir avec un troisième site, aussi bien du point de vue de l'ADN mitochondrial que de l'ADN nucléaire, cette femme qui a vécu en République tchèque, eh bien, c'est une population différente de celle de Bachokiro. Ce n'est pas la même population. Je vous cite un autre fossile qui a été découvert, lui aussi hors contexte archéologique, à Pesteracu Oase, en Roumanie, qui avait été daté directement par le radiocarbone autour de 40 000, enfin en tout cas la mandibule qui est à droite là. Alors ce fossile, on a beaucoup parlé parce qu'à un moment donné, on l'a décrit, d'ailleurs les gens qui soutiennent cela, hein, comme un hybride de Néandertal et de Sapiens. Et de fait, quand on a extrait de l'ADN, alors ce n'est pas un hybride de première génération, hein, mais il a beaucoup plus d'ADN néandertalien qu'on en trouve aujourd'hui ou qu'on en trouve dans des populations du Paléolithique supérieur. Et donc, on pense que cet individu, enfin l'individu de droite, c'est quelqu'un qui a eu dans son ascendance un ou une néandertalienne quelques générations avant, peut-être 4, 5, 6 générations. Et donc, on a un taux d'ADN néandertalien qui est très au-dessus des 2% qu'on trouve normalement. Alors pour finir, je vais vous parler de ce fameux LRJ, hein, ce Lincombien ranicien germanovicien. Vous voyez, vous avez une petite carte où vous voyez où est le Lincombien, où est le ranicien, où est le germanovicien. Alors notamment en Allemagne, c'est une industrie qui est très très spectaculaire. Hein, on trouve une production de lames et on trouve ces grandes pointes foliacées comme celle qui est à droite. Je ne sais pas si vous voyez la taille, mais ça fait 20 cm hein, cette pointe. Celle-ci en particulier, elle est au musée de Halle
et enfin, si un jour vous passez dans ce coin d'Allemagne, je vous recommande d'aller dans ce musée où il y a des tas de choses très intéressantes, en particulier ce matériel. Franchement, si vous montrez ça à un étudiant en archéologie préhistorique sans lui dire d'où ça vient, je parie qu'il va vous dire que c'est une pointe solutréenne du Paléolithique supérieur qui date d'il y a 18 000 ans. Hein. Mais non, c'est quelque chose d'autre. Et ce site, le site qui a donné ce terme de ranicien, c'est un site qui se trouve en Thuringe, une petite ville qui s'appelle Ranis. Et dans cette ville de Ranis, il y a un château assez spectaculaire. Et sous le château, sous les remparts du château, il y a une grotte que vous voyez sur la photo de droite. Alors, c'est pas vraiment... En fait, ce n'est pas une grotte, c'est le fond d'une grotte, c'est-à-dire que la grotte, elle s'est complètement effondrée, mais il y a le fond qui est conservé. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme Bachokiro, ça a été pendant de nombreuses années, quand j'ai vécu en Allemagne, j'ai tenté un peu tout ce que je pouvais pour pouvoir refouiller le site de Ranis. C'était un peu compliqué. On me disait, oui, mais si vous faites une fouille sous les remparts du château, les remparts, ils vont descendre. Donc, on ne voulait pas nous laisser travailler. Et je dois dire qu'on a fini par avoir une collaboration avec les services archéologiques de Thuringe, qui a été une collaboration vraiment très, très fructueuse. On a pu fouiller ce site. Et alors, ce site de Ranis, moi j'y suis arrivé après avoir prospecté d'autres sites en Bavière, en Thuringe, dans d'autres régions d'Allemagne. Toujours pareil, avec l'idée de résoudre ce problème d'une industrie de transition comme le LRJ, savoir qui avait fabriqué le LRJ. Alors, je vous rappelle que le LRJ, il n'y a encore pas longtemps, les gens pensaient que c'était sans doute des Néandertaliens qui avaient fabriqué le LRJ. Hein. Et donc finalement, on a pu reprendre des fouilles, et il se trouve que tous les sites que j'avais vus, on avait décrit du ranicien en Allemagne, c'était des sites qui étaient totalement dévastés. Enfin, dans les années 30, les archéologues allemands ont vraiment vidé tous ces sites, donc il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et alors, dans le site de Ranis, eh bien, c'est un site, vous allez le voir, à problème, mais en même temps, les problèmes, ça peut être parfois une qualité. C'est un site qui a été fouillé dans les années 30 par un archéologue allemand qui s'appelait Hüller. Et vous avez ici une photo de la fouille donc dans les années 30. Et vous voyez ces ouvriers qui travaillent au milieu de blocs énormes. Et ce qui s'est passé à Ranis, c'est qu'on avait une grotte assez importante qui, probablement au cours du dernier glaciaire, s'est effondrée. Et donc, on a des dépôts archéologiques qui sont sous un niveau de blocs, et ce sont ces blocs que les ouvriers qui fouillaient avec Hülle sont en train de débiter. Et donc, on a des niveaux LRJ, enfin raniciens, qui sont sous ces blocs, un niveau de blocs assez considérable. Mais quand je dis des blocs, ce sont des blocs, il y en a qui sont comme ma voiture, hein, ce ne sont pas des petits cailloux, hein, donc des blocs. Et puis au-dessus, il y a des niveaux plus récents. Alors, du temps de Hülle, voilà un plan de la fouille de Hülle, ces gens-là, ils ont fait des galeries, c'est-à-dire ils ont fait des puits pour descendre sous le niveau des blocs et fouiller ce site archéologique comme on exploite une mine, hein, avec des galeries horizontales, c'est un truc incroyable. Hein, non. Mais en 1938, tout ça s'est arrêté. Donc la plupart de ces gens, je pense, sont partis en Pologne. Et le site a été de façon assez, soudaine, abandonné, enfin pas abandonné, ils ont comblé les fouilles et ils ont laissé le site avec des parties qui n'avaient pas été fouillées. Et donc en fait c'est le seul site ranicien qui était accessible et dans lequel on a pu faire des fouilles. Alors des fouilles, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe sur ces diapositives, mais
la photo du milieu, vous voyez des petites taches bleues, sont des crânes avec des casques de fouilleurs. Et donc, il a fallu faire un puits de 8 mètres de profondeur avec tout un étayage en bois pour arriver à fouiller une toute petite surface de ce LRJ. Donc ça a été vraiment un investissement énorme. Et donc c'est mon jeune collègue Marcel Weiss qui s'est occupé de conduire cette fouille. Et donc on a pu raccorder, si je peux dire, la stratigraphie que nous avons observée dans cette fouille avec la stratigraphie de Hülle. Donc là, vous avez à gauche la stratigraphie reconnue dans les années 30, et puis à côté la nôtre, et vous voyez, les niveaux roses, là, sont les niveaux LRJ. Alors, ce LRJ, on est toujours dans les mêmes dates, hein. Voilà toutes les datations radiocarbone qui ont été faites dans le site. On a des niveaux qui sont même un peu plus anciens que ceux de Bachokiro, avec des dates entre, en gros, 43 000 et 47 000. Hein. Donc on recule de plus en plus dans le temps. Et vous voyez que, je vous ai dit tout à l'heure, oui, l'aurignacien, on discutait beaucoup de savoir si ça commençait il y a 40 000 ans, il y a 38 000 ans, en Europe occidentale, etc. Là, on est presque 10 000 ans avant ces dates qui étaient discutées il n'y a encore pas très longtemps. Et dans cette fouille de quelques mètres carrés, en utilisant la méthode Zooms, on a, alors là c'est miraculeux parce que c'est une fouille qui est grande comme, je sais pas, une petite salle de bain, on a quand même réussi à trouver des restes humains par la même méthode qu'à Bachokiro, sur lequel on pouvait faire des datations, sur lequel on pouvait faire du radiocarbone. Une partie de ces, comment dire, une grande partie du produit des fouilles de Hülle était toujours conservé au musée de Halle, et donc on est allé au musée de Halle pour échantillonner tous les restes de faune qui traînaient là-bas. Et puis une collègue qui s'appelle Hélène Rougier, elle a regardé tous ces restes de faune qui étaient dans des cartons un petit peu abandonnés. Et elle a identifié en plus des petits fragments humains, alors là, morphologiquement. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails de cette recherche, mais à la fin de l'histoire, on s'est retrouvé avec une douzaine de restes humains venant du site de Ranis. Alors il faut bien se rendre compte que le Lincombien ranicien germanovicien, on le fouille depuis le 19e siècle. On n'avait jamais trouvé un seul bout humain dans ces industries-là. Et là, dans une seule fouille, en plus en fouillant 4 mètres carrés, plus en allant travailler sur des collections anciennes dans un musée, on s'est retrouvé avec une douzaine de restes humains. C'est absolument extraordinaire. Alors, ces restes humains, on a extrait de l'ADN. L'ADN mitochondrial, il est présenté sur cette diapositive. Vous voyez, ce sont les branches rouges, là, en bas. Alors, c'est toujours pareil. On est toujours avec ces haplotypes assez anciens, la base de ces haplotypes en Eurasie. Donc là, c'est de l'haplotype N. Et on voit très bien que ces fossiles de Ranis sont différents du point de vue des haplotypes mitochondriaux, et ça a été complètement confirmé par l'ADN nucléaire, de ceux de Bachokiro. Et notre femme de Zlatikoun, datée un peu à la louche de 45 000 ans, elle tombe, du point de vue de l'ADN mitochondrial, pile dans la distribution de ces haplotypes de Ranis. Donc en gros, on a deux groupes, Bachokiro et puis Ranis/Zlatikoun, qui représentent un seul groupe. Et c'est même mieux que ça, parce que quand on a séquencé l'ADN nucléaire de ces individus, on a pu reconnaître des relations de parenté entre certains individus du site. Par exemple, on a une femme avec sa petite fille,
qui ont été identifiés, alors sur des bouts d'os comme ça, hein, qui ont été identifiés. Et alors, plus fort que ça, on s'est rendu compte que la femme de Zlatikoun, c'était une cousine. Bon, c'est une cousine au 4e ou 5e degré, mais c'est une cousine d'un des individus de Ranis. C'est quand même un truc extraordinaire. On est il y a 45, 46, 47 000 ans. On a 2 sites qui sont distants, je crois qu'il y a 250 km hein, entre Ranis, et on arrive à trouver des cousins. Hein. Et donc, c'est vraiment un truc absolument... moi, je trouve ça merveilleux. Et alors, ça nous donne une image, d'ailleurs, assez extraordinaire de ces groupes, parce qu'on se rend compte... Donc, ce qu'a montré la génétique aussi, c'est que ce sont des tout petits groupes, en fait. Des groupes de probablement 200, 300 personnes, quelque chose comme ça, qui occupent des territoires entre la Tchéquie et puis la Thuringe, vous voyez, de centaines de kilomètres, hein, qui probablement nomadisent sur ces territoires-là, dans des tout petits groupes. Et ces tout petits groupes, eh bien, ils sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire, on a cette population de Ranis, cette population de Bachokiro, dont on a l'impression qu'ils arrivent indépendamment du Proche-Orient jusque-là. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils viennent faire là hein, c'est la question. Alors, vous allez voir que c'est même encore plus surprenant que ça, parce qu'on a essayé de reconstituer l'environnement dans lequel ces gens-là vivaient. Alors, l'environnement, on peut le reconstituer avec la faune, regardez quel genre d'animaux vivent là. Le problème avec ça, c'est que on n'est jamais sûr que des rennes, des cerfs, des ours d'aujourd'hui constituent forcément un modèle idéal pour reconstituer l'environnement du passé. Pourquoi ? Parce que les espèces animales, elles ont une certaine plasticité en termes d'adaptation, donc elles peuvent s'adapter à des environnements plus chauds, plus froids qu'aujourd'hui. Alors après, on a des données géologiques, et puis vous savez qu'il y a tout un travail de paléoclimatologie pour reconstituer les variations du passé. Alors le problème avec ça, c'est que nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est au moment où les gens vivent dans un site, quel temps il fait. Parce que les reconstitutions paléoclimatologiques donnent des fluctuations qui sont quand même des fluctuations sur des périodes qui dépassent très largement la vie humaine. Et encore plus la durée d'une année ou d'une saison. Et donc, ce qu'on a observé déjà, c'est qu'on pouvait très bien, dans une période globalement froide, trouver des populations humaines qui sont arrivées là, mais peut-être qu'elles sont arrivées là alors que c'était une année exceptionnellement chaude ou une saison exceptionnellement chaude. Et donc, ce qu'on voudrait toujours, c'est savoir ce qui se passe au moment où les hommes sont là. Et ça, c'est un travail qui a été mené par cette jeune postdoc. À force de dire qu'elle est jeune, je pense qu'elle finit par mûrir un peu. Donc Sarah Pederzani, qui a travaillé avec nous à Leipzig. Et alors Sarah, elle a utilisé une méthode qui est vraiment extraordinaire. Vous savez que les isotopes de l'oxygène, il y en a plusieurs. L'oxygène normal, c'est de l'oxygène 16, mais il y a un oxygène plus lourd qu'on appelle l'oxygène 18. Il y en a très très peu, mais cet oxygène 16 et cet oxygène 18, en particulier combiné dans des molécules d'eau, va se comporter de façon un peu différente vis-à-vis de l'évaporation, des précipitations. Voilà, il y a de l'eau qui est un peu plus légère que l'autre. Et donc, l'oxygène 18, il varie globalement, par exemple dans les dépôts de glace ou dans les dépôts de carbonate, en fonction de la quantité de glace qui est stockée sur les continents. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait la paléoclimatologie en utilisant ces dépôts. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre une dent de cheval ou une dent de bison, qui sont des dents qui ont une croissance continue, et cette croissance, elle se poursuit sur, disons, 1 an ou 2, et aller échantillonner l'oxygène, enfin ces isotopes de l'oxygène, dans l'émail dentaire le long de la croissance de la dent. Et donc,
On a comparé ça à des mesures faites sur des animaux qui vivent aujourd'hui dans des environnements qu'on connaît bien. Et donc, on a des modèles qui permettent de transcrire ces variations des isotopes. Alors, vous voyez déjà qu'on a une espèce de courbe sinusoïdale qui représente en fait une variation le long d'une année entre l'hiver, l'été et puis le début d'un nouvel été. Et donc, avec cette méthode-là, Sarah Pederzani, aussi bien à Bacciocchiro qu'à Ranis, elle a pu comparer la température d'été, la température d'hiver et la température moyenne observée sur des dents d'animaux qui ont été chassés par les hommes qui vivaient dans ces sites. Donc là, on est sûr que c'est au moment où ils vivaient. Et de comparer ça avec les données actuelles. Et ce qu'on observe aussi bien à Bacciocchiro qu'à Ranis, eh bien, c'est que ces gens-là, ils vivent dans un environnement qui est beaucoup plus froid que l'environnement actuel. Et quand je dis beaucoup plus froid, vous avez ici, là sont les données de Ranis. À droite, ce sont les températures d'hiver qui sont comparées à une référence moderne. Vous voyez que dans certains niveaux de Ranis, vers à peu près 44 000 ans avant le présent, les températures moyennes d'hiver sont 12 degrés en dessous de la température moyenne d'hiver en Thuringe. Je peux vous dire qu'en Thuringe, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de passer la nuit dehors en hiver, mais 12 degrés en dessous, c'est très froid. C'est l'environnement du nord de la Scandinavie, c'est la limite entre la toundra et la taïga, on est à la limite des arbres, et donc ces gens-là vivent dans cet environnement-là. Alors c'est tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, on ne peut pas imaginer que ce sont des facteurs environnementaux qui ont poussé ces populations d'origine africaine ou proche-orientale en Thuringe avec des hivers 12 degrés plus froids que ceux d'aujourd'hui. Et donc ça montre que, d'abord, ils sont là, j'allais dire, là pour le coup c'est une vraie migration, c'est-à-dire ils sont venus là parce qu'ils voulaient venir là, premièrement. Et évidemment, on peut se demander pourquoi ils ont quitté leur Proche-Orient. Hein. Donc c'est probablement des causes locales là-bas au Proche-Orient qui a fait qu'ils sont partis. Ils ont parcouru des très très grandes distances, donc des groupes de quelques centaines de personnes, pour aller s'installer et s'aimer, si je peux dire, très loin vers l'ouest. Et surtout, ils ont la capacité technique et l'organisation sociale pour vivre dans ces environnements-là. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est que, dans le fond, quand on parle de ce remplacement des Néandertaliens par les sapiens, de façon un peu naïve, on a longtemps imaginé que c'était un réchauffement climatique qui avait amené les sapiens là. Et donc on les voyait arriver plutôt par le sud, par le sud-est, etc. Et là, ce que nous montre ce site de Ranis, c'est que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils n'arrivent pas par le sud, ils arrivent par le nord, en fait. Enfin, le nord. Et donc, on a les derniers Néandertaliens qui vivent dans le sud-ouest de l'Europe. Et ces populations pionnières, elles sont installées à la périphérie de ce monde néandertalien, dans des zones qui sont des zones relativement inhospitalières. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, enfin inhospitalières. Peut-être justement que c'est la rareté des populations néandertaliennes ou la difficulté pour les populations néandertaliennes de se maintenir dans ces environnements-là qui a, si je peux dire, laissé de la place pour ces populations pionnières de sapiens dans ces régions. Alors, on a maintenant des séquençages de l'ADN nucléaire de toutes ces populations. Et ce qu'on voit, vous voyez, on peut reconstituer un arbre. On voit très bien que Zlatikun, Ranis, c'est la barre bleue, sont des populations différentes des populations de Bacciocchiro ou d'Ustishim.
en Sibérie occidentale. Et vous voyez, on a ces petites branches au départ qui sont ces populations pionnières qui arrivent, quelques centaines de personnes, et qui dans le fond vont pas se maintenir. Alors soit elles vont disparaître, soit elles vont être remplacées, soit elles vont être en grande partie absorbées à tel point qu'elles sont invisibles dans le génome des populations actuelles. Et donc la colonisation de l'Europe, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus long que ce qu'on croyait. Donc on a des populations pionnières qui arrivent alors que des Néandertaliens sont là dans d'autres coins d'Europe. Ça dure plusieurs milliers d'années. Et puis, vers 40 000, là pour le coup, nos Aurignaciens vont arriver, si je peux dire, et c'est eux qui vont vraiment sonner le glas des Néandertaliens. Parce que c'est avec eux que vont disparaître les derniers Néandertaliens. Donc l'Aurignacien, ce n'est pas vraiment le proxy, si je peux dire, de l'arrivée des premiers sapiens, c'est plutôt le proxy de la disparition des Néandertaliens. Mais avant ça, il y en a eu d'autres. Alors avec l'Aurignacien, bon, on pourrait continuer encore une petite heure, mais avec l'Aurignacien, là, on a des restes de sapiens. En Europe occidentale, on n'en a pas beaucoup, mais on en a, et donc on a de la paléogénomique qui a été faite là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, encore une fois, ces populations, style Bachokiro, Ranis, etc., n'ont pas de continuité dans ces populations aurignaciennes. Et on en parlera la prochaine fois, mais vous verrez qu'on pense qu'il y a une espèce de réservoir de population au Proche-Orient qui fournit ces contingents de migrants qui vont aller à plusieurs reprises vers l'ouest. Alors, avant de vous lâcher, je veux quand même vous dire que, bon, je vous ai raconté une belle histoire, mais tout n'est pas résolu. Hein, et donc, il y a des questions qui restent largement en suspens. Alors, le châtel péronnien, franchement, parce que dans le fond, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toutes ces industries dites de transition, qu'on croyait être fabriquées par des Néandertaliens, en fait, ces industries de transition, c'est des sapiens qui les ont fabriquées. Et si elles sont deux transitions, c'est parce qu'elles sont deux transitions entre du Middle Stone Age africain et puis ce qu'on va appeler le Paléolithique supérieur en Europe. Mais il reste quand même un caillou dans notre chaussure qui est le châtel péronnien avec ses restes néandertaliens. Alors qu'est-ce que c'est que ces restes néandertaliens dans le châtel péronnien? Est-ce que c'est le reste d'un barbecue? Est-ce que ce sont des gens qui étaient... Non, mais il faut trouver une solution quand même pour la présence de ces restes si ce châtel péronnien a été fabriqué par des sapiens. Je vous signale que en 2023, il y a un petit bout, alors c'est grand comme ça, c'est un bout de bassin de bébé qui a été trouvé à Arcy-sur-Cure et qui, du point de vue morphométrique, serait plutôt un sapiens, au milieu de tous ces néandertaliens. Bon, on n'a pas de date directe, on n'a pas d'ADN, on n'a que 2 pelvis de bébés néandertaliens pour comparer, donc ça demande confirmation. Puis il y a un autre site aussi, qu'on a beaucoup parlé, peut-être vous avez entendu parler de ce site dans la presse, c'est la grotte Mandrin. Donc là, on est dans la vallée du Rhône, dans le coin de l'Ardèche, de la Drôme, par là. Donc on a une industrie qu'on appelle le néronien, que les gens qui fouillent là, en particulier Ludovic Slimak, raccrochent à ces industries du Paléolithique supérieur initial, et qui seraient datées, alors là, qui seraient antérieures à 50 000. Et donc, l'idée de ce collègue, c'est qu'on a... c'est un autre groupe pionnier arrivé là dans la vallée. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, parce qu'il est fait arriver par mer, par la vallée du Rhône, etc. Il y a beaucoup de préhistoriens qui pensent que ce néronien, en fait, c'est plutôt un paléolithique moyen, type moustérien. Mais il y a une dent, là, qui est à gauche, qui est une dent de lait, qui a été décrite dans un niveau néronien.
Alors pareil, il n'y a pas de date directe, il n'y a pas d'ADN, il y a beaucoup de discussions pour savoir est-ce que la dent elle est vraiment en place, pas en place, parce qu'une dent de lait, vous savez ce qui arrive aux dents de lait, hein? Donc on les donne aux enfants, enfin les enfants ils les mettent sous leur oreiller, et puis la petite souris vient, elle prend la dent et elle l'emporte. Alors, dans les grottes, il y a pas mal de trous de souris, justement, hein, de rongeurs qui creusent des terriers. Donc, ça, en termes savants, on appelle ça de la bioturbation. Hein. Voilà, ce serait bien qu'on en trouve d'autres. Je vous rappelle que la semaine prochaine, malheureusement, vous ne me verrez pas, et je ne vous verrai pas, mais il y aura un cours la semaine d'après. Et d'ailleurs, les dates sont un petit peu changées. Faites attention parce qu'il va y avoir un cours qui va être un lundi. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera d'ADN.